Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct qui sera évidemment une fois de plus disponible à regarder plus tard sur Facebook mais aussi sur ma chaîne YouTube. Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être l'aromathérapie. Alors je dis le sujet d'aujourd'hui mais ce sera peut-être un sujet que je ferai en 2 ou 3 fois parce que le sujet est dense, il y a beaucoup de choses à dire, comme toujours je suis passionnée par ce que je dis et par ce que je fais, donc j'ai pas mal de choses à dire, je voudrais prendre le temps de le faire sans que vous ayez à passer beaucoup de temps d'affilée sur une vidéo, et puis surtout je pense qu'au bout d'un moment, quand on passe beaucoup de temps à écouter un truc, ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu long. Donc je le ferai certainement en 2 ou 3 fois. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et je vous rappelle que le principe et l'intérêt d'être en direct, c'est que si vous avez des questions ou des commentaires pendant que je vous parle, vous pouvez y aller et je serai ravie de pouvoir y répondre en direct ou après en message privé si vous le souhaitez, ou vous pouvez aussi me contacter ultérieurement. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que la journée se passe bien. Voilà, j'en vois qui arrive, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'aromathérapie. Et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je vous ai dit que j'aborderais le sujet, c'est parce que c'est un produit, notamment les huiles essentielles, sont des produits qu'on trouve partout, alors vraiment partout, en jardinerie, en grande surface presque. On en trouve aussi dans des produits déjà préfabriqués, des savons, des gels douche partout. Vous allez en trouver même chez certains restaurateurs qui vont mettre des huiles essentielles dans leurs recettes. On trouve des conseils aussi sur les huiles essentielles partout, sur internet, il y a des bouquins, enfin il y a vraiment plein de choses sur les huiles essentielles. Et je trouvais intéressant peut-être de faire un point dessus et peut-être de leur rendre leur lettre de noblesse, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que du coup, par tous ces conseils qu'on donne, par tout ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'on présente les huiles essentielles comme simplement des parfums à utiliser dans les gels douche, etc., des parfums d'ambiance, ou des aromates à mettre dans une recette. Sauf que non seulement c'est pas que ça, mais c'est surtout, c'est loin d'être ça, et c'est même potentiellement dangereux de penser qu'il s'agit que de ça. Puisqu'en fait, les huiles essentielles, c'est de l'aromathérapie, et par définition, ce sont des produits thérapeutiques. En plus, ce sont des produits qui sont très concentrés, très actifs, et comme tout produit actif thérapeutique, il y a des précautions à prendre. Il peut y avoir des contre-indications, il peut y avoir des effets secondaires, et il peut y avoir aussi une certaine toxicité. Donc c'est pas des produits à prendre comme un bonbon, quoi. On va pas se mettre à sniffer une huile essentielle simplement parce qu'on aime bien l'odeur, sachant que sniffer l'huile essentielle veut dire que ça arrive directement dans nos poumons. Et si ça arrive directement dans nos poumons, ça arrive directement dans notre sang. Donc voilà, c'est des produits avec lesquels il faut prendre des précautions. C'est super important. Et il ne faut pas les avaler théoriquement sans l'avis avant d'un aromathérapeute formé. Alors j'espère que tous ceux, savonniers, autres fabricants de produits d'hygiène et puis restaurateurs qui utilisent les huiles essentielles savent ce qu'ils font et qu'ils se font accompagner pour le faire. Voilà. Donc le but aujourd'hui, et comme je disais peut-être sur une autre, voire une troisième vidéo, c'est de vous donner un petit peu un éclairage, peut-être plus précis sur ces huiles essentielles, vous expliquer ce que c'est déjà, vous donner les critères d'une bonne huile essentielle et vous aider peut-être à vous repérer pour pouvoir en trouver une bonne et savoir ce que vous devez regarder, ce à quoi vous devez faire attention. Je vais revenir donc sur tous ces aspects de précaution générale à prendre, sur certaines contre-indications, sur certaines toxicités. Alors ça sera peut-être le côté un peu plus rébarbatif, mais qui est le plus important peut-être. Je vous donnerai aussi des conseils sur quelques huiles essentielles qu'il est bien d'avoir à la maison. Au moins de les avoir sous le coude, parce que vous verrez, j'ai choisi des huiles qui sont plutôt inoffensives, mais qui ont quand même toujours des précautions qui y sont liées. Mais au moins de les avoir, parce qu'ils peuvent avoir des utilités quasi au quotidien. Et puis, je pense que je finirai ces présentations par une petite approche très courte sur ce qu'on appelle les hydrolats ou eau florale. Ça fait aussi partie de l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est les huiles essentielles et les hydrolats. Donc voilà, j'espère que le programme vous convient bien.
En tout cas, on est parti. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui regardent. Je voudrais juste vous demander si le son passe bien et si vous m'entendez bien. Et si c'est le cas, de me mettre un petit message, quelque chose qui me permettrait de valider que tout va bien. Voilà. Bon, je vais attendre quelques secondes. Et puis, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'espère que je reçois bien les messages, en plus des personnes qui m'écrivent au fur et à mesure. Je vais juste vérifier que c'est le cas, si vous me permettez 2 secondes. Bon, bien. Bon, bah écoutez, j'avance. J'espère que je vais recevoir un message et j'espère surtout que vous m'entendez bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, Sandrine, je peux me permettre de vous parler comme ça des huiles essentielles? Qu'est-ce qui fait que je vais peut-être tenir un discours différent de ceux que vous avez pu entendre ici et là, des conseils que vous avez trouvés sur Internet et même dans des bouquins par des aromathérapeutes, etc. Donc je voudrais peut-être vous rassurer aussi sur ma légitimité, entre guillemets, à aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Déjà, je voulais vous rassurer sur le fait que j'ai reçu une formation d'aromathérapie, donc une formation en classe avec un prof, enfin vraiment une formation, et que mon formateur en aromathérapie est lui-même un professionnel qui est de formation infirmier au départ, qui a aussi été formé en... Alors lui, il a tout un... Il était formé en naturopathie, en médecine chinoise, en soins énergétiques, en homéopathie, évidemment en aromathérapie, et il exerce en cabinet sur Nantes depuis plus de 30 ans, notamment en homéopathie et en aromathérapie. Et à côté de ça, parce qu'il ne fait pas que ça, il fait de la recherche en aromathérapie auprès de l'INRA, auprès de groupes privés, pardon. Il cherche notamment sur comment soigner et traiter les bovins en ferme, par exemple, pour remplacer les produits plus classiques de la médecine conventionnelle. Donc il est assez passionnant, il est passionné. Il a été lui-même formé en aromathérapie par Pierre Francôme. Alors, celles et ceux qui s'intéressent à l'aromathérapie, c'est peut-être un nom qui vous parle. Ce monsieur, c'est un naturopathe biochimiste qui a introduit en France l'aromathérapie scientifique. Et il s'est basé sur les travaux du fameux docteur Valnet, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est une marque qu'on trouve notamment dans les magasins bio. Le docteur Valnet, c'est celui qui a créé cette marque. Bonjour Sandrine, merci de tes bons conseils, mais c'est avec plaisir. Christine, merci d'être là à chaque fois. Merci beaucoup, j'apprécie. Donc le docteur Valnet, c'est lui qui a participé au développement de la phytoaromathérapie en France. C'est lui qui a fait que ça prenne cette ampleur-là. Donc voilà, donc tout ça juste pour vous rassurer sur le fait que mon discours tient la route. Après, c'est comme toute approche, dès qu'on parle de santé, on peut ne pas être d'accord entre praticiens. Puis moi je suis loin d'être chercheuse ou experte, hein, mais on peut y avoir des désaccords, mais je vous donne mon point de vue et je partage avec vous aujourd'hui ce qui me semble être important que vous sachiez par rapport à ces huiles essentielles qu'on galvanise beaucoup trop et dont on oublie la potentielle toxicité, ça c'est le côté pire, mais au moins les potentiels effets secondaires et les préconisations et contre-indications dont on doit prendre compte pour certains. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Déjà, c'est pas une huile. C'est la première des choses, contrairement à ce que son nom pourrait dire. C'est pas une huile, c'est pas gras, et ça tâche pas. En revanche, c'est vrai que comme l'huile, ça va surnager. Si vous mettez des gouttes d'eau, ça se mélange pas à l'eau. Si vous mettez des gouttes d'huile essentielle dans de l'eau, ça se mélange pas. Et vous avez beau secouer une bouteille de l'huile essentielle, de l'eau et de l'huile essentielle dedans, ça se mélangera pas. Si vous suivez des recettes qu'on nous met sur, je sais pas moi, un adoucissant pour la machine à laver, vous allez avoir du vinaigre blanc, de l'eau et des huiles essentielles, vous pouvez secouer autant que vous voudrez, il n'y aura pas de mélange d'huile essentielle dans ce liquide plutôt aqueux. Donc ça, c'est un peu comme l'huile aussi. Ça, c'est vrai. Et puis, à l'inverse, l'huile essentielle va vraiment se fondre, va vraiment bien se mélanger à l'huile. Et d'ailleurs, c'est un outil, tiens, c'est une petite astuce que je vous donne tout de suite qui est très intéressante, c'est que justement, elle se fond tellement dans l'huile que ça peut être une bonne façon, et je vous le redirai plus tard aussi, je pense, mais c'est une bonne façon, quand on veut retirer de l'huile essentielle, parce que par exemple on est en train de faire une réaction sur la peau, ou parce qu'on en a dans les yeux, ou voilà, la meilleure façon de le retirer, c'est avec un coton, alors surtout dans les yeux, mais je vous le redirai, c'est de mettre de l'huile dessus, comme ça elle va bien se dissoudre, bien se
se diluer dans l'huile, cette huile essentielle, et vous allez pouvoir simplement essuyer l'huile avec votre coton et vous aurez retiré l'huile essentielle de votre peau. Donc c'est un bon outil ça, de savoir que l'huile c'est son élément. Donc mis à part ça, j'ai dit ce que ce n'était pas, mais je vais peut-être revenir sur ce que c'est. Donc une huile essentielle, c'est issu de plantes aromatiques. C'est pour ça qu'on parle d'aromathérapie en fait. Et ces plantes aromatiques, elles sont composées de molécules aromatiques qu'on va retrouver dans les différentes parties d'une plante. Dans les racines, dans le rhizome, dans la feuille, dans le fruit, dans la fleur, dans la tige, etc. Et en plus, on verra plus tard dans ma présentation que en fonction d'où c'est dans la plante, il n'y aura pas forcément les mêmes molécules aromatiques et donc pas forcément les mêmes effets thérapeutiques. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça sera un des critères que je pourrais vous donner sur comment vous assurer que le conseil qu'on vous donne ou l'huile essentielle que vous allez acheter est quand même plus sérieuse et en tout cas a les bases pour être de bonne qualité. Comment on fabrique ces huiles essentielles? En fait, c'est de la distillation à vapeur d'eau, c'est comme dans un alambic. On fait ça avec des plantes fraîches, donc des parties de plantes fraîches. Et puis au bout de l'alambic, quand c'est chauffé et qu'au bout de l'alambic, ça passe, ça se refroidit, tout au bout, quand c'est refroidi, ce qui se passe, c'est qu'en se refroidissant, en se liquéfiant, oui c'est ça, en se liquéfiant, ça fait un liquide qui est ce qu'on appelle l'eau florale ou l'hydrolat. Et sur ce liquide va surnager, dans la plupart du temps, il y a quelques plantes où c'est l'inverse, c'est tout au fond, mais va surnager une couche et qui sera l'huile essentielle. Donc c'est pour ça que l'hydrolat et l'huile essentielle, c'est tous les deux des produits d'aromathérapie, puisque c'est la même fabrication à partir des mêmes plantes, et c'est le même processus en fait qui va créer deux produits distincts. Alors, la différence avec cette eau florale, c'est l'eau de fleur d'oranger, qu'on peut d'ailleurs manger, ou qu'on peut utiliser sur la peau. J'en ai conseillé déjà lors de mes recettes, quand j'ai proposé une recette pour les petits soins du matin pour visage. C'est que dans l'eau florale, il y a moins de 0,5% de molécules aromatiques. Donc vous voyez qu'au niveau thérapeutique, vous pouvez y aller, vous pouvez me la manger sans problème. Bonjour Marie-Josée. En revanche, à l'inverse, dans l'huile essentielle, il y a 99,9% de molécules aromatiques. Donc quand je dis que c'est un produit concentré et très actif, on comprend pourquoi. Voilà. Alors je vous disais qu'il peut y avoir dans les différentes parties des plantes, différentes molécules. Et je vais vous donner l'exemple de l'orange, par exemple, ou de l'oranger, plutôt à partir de la plante qu'est l'oranger. Si vous prenez la feuille d'oranger, vous allez avoir au niveau des molécules thérapeutiques dedans, quelque chose qui va agir sur le vieillissement du corps. Si vous prenez au niveau de la fleur d'oranger, ces molécules aromatiques vont travailler sur le système nerveux central et le système immunitaire. Et enfin, si vous prenez par exemple le zeste de l'orange, ça sera pour stimuler les sécrétions digestives. Et pourtant, on est sur la même plante. Donc vous voyez que déjà, une huile essentielle n'est pas, entre guillemets, bêtement une huile essentielle d'oranger ou d'orange, mais qu'en fonction de la partie de la plante, vous n'allez pas choisir la même huile essentielle. Parce que vous allez choisir un besoin, un effet thérapeutique spécifique. Et ça, donc, comme je vous disais, ça peut être un élément clair, une huile essentielle, et je reparlerai sur les critères plus tard, qui ne précisent pas quelle partie de plante c'est. Déjà méfiez-vous, il y a un problème. Si on vous dit, tiens, pour te soigner, prends une huile essentielle d'eucalyptus, ouais, mais quelle sorte d'eucalyptus? Donc on verra tout ça. Une huile essentielle, je vous ai expliqué comment elle était fabriquée, c'est un processus, enfin le processus en lui-même n'est pas cher, mais la fabrication de l'huile essentielle, c'est cher. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des petits contenants et que c'est rarement bon marché. Et vous allez comprendre pourquoi. Même dans un même labo, d'une huile essentielle à l'autre, excusez-moi, il peut y avoir des prix qui vont de très très abordables à très cher. Alors je vais devoir tricher sur ma petite feuille parce que je n'ai pas tout retenu ça par cœur. Mais je vais vous donner un exemple de ce que coûte la fabrication, enfin ce que implique la fabrication en quantité de certaines huiles essentielles. Donc je suis partie sur 1 litre d'huile essentielle, d'accord?
Alors, 1 litre, c'est beaucoup quand on les achète en grande surface, mais c'est pas énorme, hein, 1 litre. Pour fabriquer 1 litre d'huile essentielle, si vous faites de l'huile essentielle de clou de girofle, et on est toujours en plantes fraîches, hein, une huile essentielle se fabrique avec des plantes fraîches. Pour 1 litre d'huile essentielle de clou de girofle, il va vous falloir 10 à 15 kg de clou de girofle frais. C'est déjà pas mal, hein, je ne sais pas si vous voyez les petits trucs, là, des petits trucs à quoi ça ressemble, mais 10 à 15 kg, il en faut déjà pour faire 1 litre d'huile essentielle. Je vais aller crescendo. Hein. Pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande, donc c'est une lavande plutôt sauvage, enfin, plus rustique, il faut 100 kg de plantes fraîches pour faire 1 litre. Pour faire 1 litre d'huile essentielle de verveine citronnée, il faut 1 tonne de fleurs fraîches. Donc 1 tonne de fleurs, moi j'ai rarement le compas dans l'œil, je dois vous avouer, mais je ne me rends pas bien compte, mais je pense que c'est sacrément beaucoup quand même. Et alors, certainement, c'est l'un des plus chers aussi, 1 litre. Bon, ah oui, quand même, ben oui, ah oui, quand même, attends, c'est pas fini, Christine. 1 litre d'huile essentielle de rose, c'est 4 à 5 tonnes de pétales fraîches. Donc, forcément, la fabrication, pour le prix d'un huile essentielle de rose, par exemple, c'est environ 5 000 € le litre. Bah, forcément, s'il faut déjà 4 à 5 000, enfin, je ne me rends pas compte, mais nous qui avons beaucoup de rosiers, je pense que si je récolte toutes les fleurs, toutes les pétales à la fin, j'ai pas grand chose dans mes mains. Hein. Donc 4 à 5 tonnes, c'est énormément de matières premières. Donc ça explique que certaines huiles essentielles peuvent être très chères, ne serait-ce que déjà par la quantité qui est exigée pour générer cette huile essentielle. Pour peu qu'on soit sur une plante qui a une saisonnalité très courte, vous imaginez bien qu'en plus, ça peut augmenter d'autant plus le prix de fabrication, enfin le prix de revient en fait de l'huile essentielle. Ça aussi, le prix, je vais en parler comme des critères, ça va vous aiguiller sur, en tout cas, ça va vous aiguiller. On va retenir ça en tête. Mais en tout cas, comme il faut, je vous l'ai dit, des plantes fraîches, une bonne huile essentielle, déjà, pour être bonne, elle devrait être produite sur place, là où elle est récoltée, puisqu'on a besoin de fleurs fraîches pour récupérer toutes les molécules thérapeutiques et aromatiques. Alors, je vais tricher un peu, parce que je me suis noté pas mal d'exemples, et ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu en conférence, ou ceux qui commencent à me connaître avec mes différentes vidéos, moi j'aime bien illustrer les choses et j'aime bien donner des chiffres, je trouve que ça parle plus, mais bon, j'essaye pas de les retenir par cœur pour faire une présentation. Donc je vais donner un exemple que j'avais appris en formation d'aromathérapie sur l'importance aussi du lieu de récolte. Et c'est une expérience qui avait été faite, alors ça va être deux choses, je vais vous dire deux choses, sur l'importance du lieu de récolte et sur le moment aussi où c'est récolté et au moment où l'huile essentielle est faite. Par exemple sur le tilleul, si quand il est frais, vous faites une huile essentielle en juin par exemple, les molécules aromatiques qui sont présentes vont vous aider à dormir. C'est le côté un petit peu sédatif qu'on va prendre le tilleul. Ah, bah, j'ai de la visite, j'ai un chat qui vient nous rendre visite, excusez-moi. Si vous attendez janvier, que c'est plus très frais, mais il y a encore des molécules qui ont évolué, qui ont bougé, le côté sédatif est parti du tilleul. En revanche, vous allez avoir les molécules diurétiques qui vont être présentes. Donc vous voyez bien que déjà, sur l'importance de quand c'est fabriqué et du sérieux de votre producteur d'huile essentielle. Alors sur le côté du lieu, je vais vous raconter un petit truc, une expérience que m'avait raconté le formateur, qui était fait sur du thym dit vulgaire. Donc c'est une espèce de thym qui avait été récolté en Loire-Atlantique et dont ils ont séparé de l'eau, en fait ils l'ont séparé en deux lots. Ils ont fait une moitié qu'ils ont ressemée en Loire-Atlantique et une autre moitié qui sont allés ressemer du côté de Nice. Un an plus tard, les deux lots ont chacun poussé et ils ont récolté et ils ont transformé ces deux lots dans leurs différents lieux de culture en huile essentielle. Et là, ils ont fait l'analyse pour voir ce qu'il y avait comme molécule principale qui ressortait. Dans le 44, l'huile essentielle de thym vulgaire qui est sortie était ce qu'on appelle un thym à thymol, qui est une des molécules. Ce thym-là, enfin cette huile essentielle-là, elle est interdite, mais interdite aux enfants de moins de 3 ans. À Nice, donc le même lot au départ, le thym vulgaire en huile essentielle qui est ressorti était à l'inalol. Et celui-là, il est OK pour tous les âges, même les bébés. C'est une des rares.
Donc vous voyez que même le lieu de culture peut avoir un impact important. Et donc un laboratoire d'aromathérapie sérieux va aussi prendre ça en compte dans la fabrication de ces huiles essentielles. Je pense, j'espère, qu'avec ces petites choses que je viens de vous dire, vous pressentez l'intérêt d'être bien conseillé quand vous allez prendre une huile essentielle. Bien conseillé déjà, et puis de trouver un laboratoire sérieux. Voilà. Donc la qualité de l'huile essentielle va être importante, mais c'est vrai que c'est pas facile pour vous et moi, même moi si j'ai une formation, on est un public lambda, de reconnaître en achetant une huile essentielle, en la reniflant, en la regardant, de savoir si elle est de qualité ou pas. Donc pour ça, il faudrait soit un nez professionnel, c'est le cas d'ailleurs de mon formateur qui était bluffant. Vous lui amenez une huile essentielle sans lui montrer la marque, il sentait, il en mettait sur sa peau, puis il disait ah c'est cuit, ah non ça c'est pas bon, ah, non, ça, ah oui ça excellente qualité, voilà, mais ce sont des professionnels. Sinon il y a des analyses qui peuvent être faites et qui vont vous sortir la qualité et la quantité de molécules aromatiques, mais alors c'est très cher. Donc on va plutôt regarder certains critères. Déjà il faut savoir, parce que vous l'avez compris qu'une huile essentielle ça coûtait cher à fabriquer, ne serait-ce que par la quantité de matières premières fraîches à acheter, il y a des labos qui malheureusement trichent pour que ça leur revienne moins cher à fabriquer. Donc les principales triches qu'il peut y avoir, alors le problème c'est quand ils trichent, hein, pour avoir une huile essentielle moins chère à fabriquer, déjà ça va malheureusement pas se ressentir forcément sur le prix de vente, parce qu'ils vont peut-être garder une bonne marge, mais par contre ça va se sentir forcément sur les qualités thérapeutiques de l'huile que vous aurez achetée. Donc ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent ajouter du solvant pendant la fabrication. L'intérêt, c'est que ça va leur permettre de récupérer plus d'huile essentielle. Ouais, sauf qu'il y a du solvant dedans, donc là c'est pas top. Ils rajoutent de l'eau, ouais, c'est pas forcément de l'eau, mais je vais vous en parler, ouais. Alors des solvants, ça c'est terrible parce que c'est un produit qui est pas top, hein. Ça va leur permettre de récupérer plus d'huile essentielle, pardon. Ils peuvent augmenter la pression, donc la chaleur, pour que ça aille plus vite, que ça chauffe plus vite, sauf que du coup, vos molécules thérapeutiques, elles sont cuites, n'a plus, parti. Ou tellement faiblardes, ou modifiées, enfin, c'est plus ce que vous vouliez acheter au départ. Ou ils vont faire un temps de distillation plus court, parce qu'on est sur un système d'alambic, et c'est long. Alors, je dirais que c'est presque moins grave, entre guillemets, parce qu'au moins la qualité des molécules sont là, sauf que forcément, elles n'ont pas eu le temps de toutes se développer et de se retrouver au bout d'alambic, donc il y en a moins. Donc l'huile au moins peut être de qualité, mais elle n'est pas très concentrée, quoi. Mais c'est presque, si vous me permettez l'expression, moins pire. Et puis en effet, ils peuvent couper, c'est ce que disait Marie-Josée avec de l'eau. Alors en général, c'est plutôt avec de l'alcool ou de l'huile de paraffine. Donc ils vont lui permettre avec la quantité qu'ils ont produit, ils vont pouvoir en mettre plus. Et donc c'est une huile essentielle qui n'est pas forcément dangereuse, mais elle est diluée, quoi. Enfin, vous pensez, on vous dit de prendre 3 gouttes parce que c'est ce qui va vous faire de l'effet, mais en fait, ça ne vous fait pas d'effet parce que vous n'avez pas 3 gouttes d'huile essentielle, vous avez une goutte et demie. Business, bah ouais, ça je suis d'accord, à partir du moment où il y a de l'argent à faire. Puis je dirais que c'est tellement à la mode les huiles essentielles que là, il y a de l'argent à faire, c'est clair, hein. J'exagère, mais à une époque, je me disais, c'est pas possible, il y a un nouveau laboratoire toutes les semaines, quoi. Enfin, chaque fois que j'allais quelque part où on vend des huiles essentielles, je découvrais un nouveau labo. Enfin, bref. Donc, le prix d'achat, malheureusement, ce que je vous disais, ça va pas forcément être un critère pour vous de dire, tiens, c'est cher, c'est une bonne huile essentielle. Parce que ces gens qui trichent, ils peuvent, alors, trichent exprès ou pas, ou parce que par ignorance, ils peuvent vouloir se garder une marge, et puis ils peuvent vouloir, entre guillemets, bêtement, par choix marketing, s'aligner sur les prix qui se font. Donc ça ne sera pas forcément un critère. Ils peuvent même faire un super packaging, faire quelque chose qui fait super classe, super qualité, et se positionner assez haut au niveau prix. Ce ne sera pas forcément révélateur d'une huile essentielle de qualité. En revanche, un prix très bas doit vous alerter. Parce que je vous rappelle, hein, pour faire de l'huile essentielle de rose, c'est 4 à 5 tonnes de pétales frais. Donc, par exemple, une huile essentielle de rose bon marché par rapport aux autres, il y a de quoi s'inquiéter. Enfin, comment ils arrivent à sortir un truc si bas? Donc ça va vous alerter sur un problème probablement de qualité. C'est la seule chose. Après, vous avez peut-être remarqué, si vous allez... j'essaye de réfléchir à ce que je vais vous dire par rapport à ça. Oui. Si vous êtes habitué à acheter des huiles essentielles, vous avez peut-être remarqué que vous allez prendre un labo A,
il y a un labo B, que vous savez être, par exemple, être de bons labos. Et puis vous allez vous rendre compte que, je dis au hasard, l'huile essentielle de tea tree dans le labo A est plus chère que dans le labo B. Mais dans le labo B, c'est l'huile essentielle d'hélicryse qui est plus chère que dans le labo A. Alors ça, c'est pas preuve de qualité, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que, évidemment, quand on sait que vous avez besoin d'une certaine quantité de plantes fraîches pour fabriquer vos huiles essentielles, ils sont très dépendants des récoltes. Et s'ils les font vraiment sur place au fur et à mesure des récoltes, forcément, en fonction d'où ils se fournissent, de la disponibilité de la récolte, bah, d'une plante à l'autre, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes prix à afficher, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être... c'est bon signe, entre guillemets. C'est en tout cas que c'est pas bêtement figé, leur prix. Et de la même manière, dans un même labo, une huile essentielle, dans le temps, le prix peut bouger à la hausse comme à la baisse. Et là aussi, c'est plutôt bon signe, c'est que c'est vraiment lié à leur récolte et que les huiles essentielles sont faites au fur et à mesure. Alors, faites au fur et à mesure, c'est ce qu'on disait sur place, hein. Mais évidemment, une fois qu'elles sont fabriquées, elles peuvent durer un certain temps, donc elles peuvent être en rayon longtemps, donc il peut y avoir un décalage dans le temps entre le moment où c'est récolté et le moment où vous allez l'acheter, mais le prix peut bouger, et voilà, malheureusement ça ne va pas vous assurer que c'est une bonne huile, mais en tout cas il y a certainement un ajustement lié à la récolte, et c'est plutôt bon signe, on va dire. Alors pour vous y retrouver avec tout ça, ce qui n'est pas facile, j'en ai conscience, pour vous y retrouver, alors déjà évidemment il y a le bouche à oreille, en bouche à oreille de professionnels. Et vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer ce que j'aborderai dans la prochaine séance. Bouche à oreille de professionnels sur au moins un labo. Parce que quand vous connaissez un labo qui est sérieux, où les huiles essentielles sont de qualité, vous utilisez 1, 2, 3 huiles essentielles et vous savez que leur fonctionnement, de la façon dont ils fabriquent, de leur transparence aussi, c'est dont je vais vous parler à l'instant, vous pouvez leur faire confiance. Bah, après, restez sur ce labo-là ou sur un autre que vous connaissez, mais restez sur des labos sur lesquels vous pouvez vous fier en fait. Donc, ce que vous pouvez regarder comme information, quels sont les labos les plus fiables? Alors, je vous donnerai ceux que j'apprécie le plus parce que c'est... Voilà, je garde la question, Marie-Josée, et je vous expliquerai... c'est pas forcément complètement objectif, même s'il y a des critères très objectifs, mais j'ai d'autres critères qui sont peut-être plus subjectifs, mais je vous en parlerai après, dès que j'ai fini ça, promis. Ce que vous pouvez chercher comme information qui devrait être disponible sur la bouteille ou sur l'emballage carton ou éventuellement sur le site internet du vendeur, du fabricant plutôt que vendeur, du labo en tout cas, ça montre au moins une certaine transparence. Donc déjà, ça vous montre un certain sérieux. Vous devriez trouver le nom du produit en français et en latin. Alors pourquoi c'est important en français et en latin? C'est qu'en fait, je vous ai déjà dit qu'en fonction de quelle partie de la plante va être utilisée pour faire l'huile essentielle, en fonction de la partie de la plante qui va être utilisée pour faire l'huile essentielle, il y aura de toute façon des molécules thérapeutiques différentes, mais c'est vrai aussi sur la sous-espèce d'une plante. Et en français, on peut préciser la sous-espèce d'une plante, évidemment, je vais vous donner un exemple, mais dans le nom latin d'une plante, la sous-espèce est systématiquement prise dans le nom latin. Donc théoriquement, un fabricant qui annonce directement le nom latin, vous aurez exactement quelle plante et quelle sous-espèce de plante vous avez entre les mains. Là où c'est important, je vais vous donner 2 exemples d'huiles essentielles qui sont assez connues, assez répandues, qui sont l'eucalyptus, et que j'ai un petit peu laissé tout entendre tout à l'heure. Les 2 plus utilisés, c'est l'eucalyptus radié, ou radiata en latin, et l'eucalyptus citronné. Si quelqu'un vous dit, un thérapeute vous dit, bah allez, vous prenez 3 gouttes d'eucalyptus, vous êtes bien embêté avec ça, parce qu'en magasin, si vous avez sur un labo un peu pro, vous allez prendre soit citronné, soit radié, sauf que vous n'aurez pas les mêmes, travail thérapeutique avec l'un avec l'autre. Le radié, ce sont les feuilles pour les deux. Hein. Pour l'eucalyptus, on utilise les feuilles. On va être surtout pour le radier sur les infections ORL. Voilà, mais vraiment toutes les infections ORL, c'est un expectorant, il est pas mal, j'en parlerai, ça sera une des huiles essentielles que je vous conseillerais d'avoir à la maison. Il n'a pas de contre-indication d'âge, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que même sur des nourrissons, et c'est très très rare dans les huiles essentielles, même sur les nourrissons, vous pouvez l'utiliser, mais il peut assécher les muqueuses. Donc globalement, il a plusieurs actions, hein. Vous verrez que les huiles essentielles ont souvent beaucoup d'actions parce qu'elles ont plusieurs molécules thérapeutiques, donc
elles peuvent avoir plusieurs axes de travail, mais elles ont souvent un ou deux axes principaux de travail thérapeutique. Donc le radier, c'est surtout les infections ORL. Le citronné, lui, à l'inverse, rien à voir, c'est un anti-rhumatismal, c'est un anti-inflammatoire, il a une action sédative, et c'est un répulsif moustique. Alors, d'ailleurs, vous pouvez mettre sur vos vêtements, et ça va, l'été, si vous en mettez sur vos vêtements, sur votre peau, ça va faire fuir les moustiques. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Et lui, il a les préconisations habituelles d'âge. Donc, faites attention que le nom latin soit bien indiqué, ça vous donnera la sous-espèce exacte. Théoriquement aussi, sur la bouteille, sur l'emballage ou sur le site du laboratoire, vous devriez avoir la partie de la plante utilisée. En eucalyptus, en général, on est sur les feuilles, mais dans l'exemple que je vous disais tout à l'heure sur l'orange, enfin sur l'oranger, vous avez bien vu, enfin vous verrez la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là, mais globalement, entre le zeste, la fleur, ou qu'est-ce que j'ai utilisé comme exemple, je ne me souviens plus d'ailleurs. Bref, je vous ai donné 3 exemples sur l'orange. On va avoir 3 actions thérapeutiques différentes. Donc, la partie de la plante utilisée, ça va être essentiel. Il faut que ce soit marqué. L'origine de la plante aussi doit être intéressante, avec l'exemple que je vous ai donné du thym. Selon qu'il a poussé à Nice ou qu'il a poussé dans le 44, on ne va pas retrouver les mêmes molécules thérapeutiques dedans, donc c'est super important. Le numéro de l'eau, ça va être au moins un gage de fiabilité en termes de traçabilité s'il y avait un problème. Et devrait apparaître ce qu'on appelle le chémotype, c'est-à-dire là où les 2, maximum 3 molécules thérapeutiques dominantes, qui sont celles du coup qui vont indiquer l'action thérapeutique, mais qui aussi vont indiquer les précautions particulières à prendre, voire les contre-indications, voire pour certaines les toxicités. Donc la molécule, enfin ce qu'on appelle le chémotype, la molécule là où les molécules principales présentes majoritairement présentes dans cette huile essentielle doivent être indiquées quelque part. Si c'est bio, vous devriez avoir un label, et je vous conseille d'avoir toujours bio évidemment, parce que si déjà vous prenez un produit que vous avez inhalé, donc directement dans votre sang, ou mettre sur votre peau, n'allez pas rajouter des produits, des plantes qui ont reçu du chimique, quoi, c'est pas top. Et puis comme je vous le disais, le bouche à oreille d'un professionnel. C'est peut-être certainement le meilleur des gages, je dirais. Et j'oublie pas votre question, Marie-Josée. J'y arrive tout de suite. Si une huile est 100% naturelle, hein, je parlais tout à l'heure que pour tricher, certains rajoutaient des choses en fabrication. Si elle est 100% naturelle, pure, pas d'ajout et naturelle, si vous mettez une goutte d'huile essentielle sur du papier, quand ça sèche, il ne devrait pas y avoir de traces. C'est pas gras et il n'y a rien d'autre normalement que cette eau qui s'est figée autrement. Dernier petit conseil par rapport à ce côté achat, une huile essentielle, ça se conserve, et c'est pour ça qu'on les voit toujours dans des bouteilles en verre fumé, ça se conserve à l'abri de la lumière et de l'air. Si elles viennent en carton, gardez-les dans les cartons, mais voilà, pensez que ça se conservera plus longtemps, et vous allez garder un maximum de temps les molécules thérapeutiques si elles sont bien à l'abri de l'air et de la lumière. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui, parce que vous voyez, mine de rien, j'ai déjà fait plus d'une demi-heure. Ça sera tout pour aujourd'hui. Avant de vous expliquer ce qui suivra dans la prochaine ou les 2 prochaines vidéos sur l'aromathérapie, je vais répondre à la question de Marie-Josée. Alors en fait, il y a beaucoup de labos et c'est difficile aujourd'hui de suivre parce qu'il y en a tellement de nouveaux. Moi, je ne teste pas. Une fois que j'en ai trouvé qui me conviennent, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher. Je dirais que par rapport à ce que j'ai pu apprendre dans ma formation, et ça c'est le côté objectif, et par rapport à mon ressenti, parce que je suis énergéticienne par ailleurs, et donc voilà, j'ai un côté vibratoire des énergies d'un produit auquel je me fie beaucoup. Il y en a un qui sort de loin pour moi. Et c'est aussi, alors peut-être que j'ai été influencée, pourquoi pas, hein, par mon formateur, c'est aussi celui pour lequel il travaille et où il forme beaucoup. Mais pour avoir, voilà, pour avoir aussi parlé de ça avec une autre personne qui est naturopathe et qui a le même ressenti vibratoire que moi, c'est herbe et tradition. Herbe au pluriel et tradition au pluriel. Alors quand vous les trouvez, dans tous les magasins bio vous en trouvez, sauf que souvent, j'ai remarqué, en tout cas dans ceux où je vais, c'est certainement le labo sur lequel ils ont la gamme la moins développée. C'est-à-dire que vous allez trouver Floram, qui pour moi est de la... pour moi, je n'engage que moi, désolée Floram.
Là, on en trouve partout. En général, elles sont pas chères d'ailleurs. Si vous regardez Floram, c'est la gamme un petit peu bon marché. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les huiles essentielles qui sont moins chères que les autres. Vous allez trouver 2, 3, 4 labos selon les magasins bio où il y a une grande gamme d'huiles essentielles par labo. Et quand vous trouvez de l'herbe et tradition, il peut y avoir 1, 2, 3, 5 différentes huiles essentielles, c'est tout. C'est dommage. Alors, on peut acheter sur leur site internet. Moi, je suis sur Angers. Je sais que justement, la collègue dont je parle dans le magasin Jardin d'Éden, qui est rue Saint-Lazare à Angers, je lui fais de la pub en même temps. Elle est revendeuse d'huile essentielle d'herbe et tradition. Pour moi, pour plein de raisons, ce sont des pros, ce sont des passionnés. Ils sont capables de renvoyer un camion entier s'ils ont un doute sur l'origine de la plante. On est dedans, quoi. Enfin, clairement, on est dedans. Encore, voilà, faut-il le trouver localement. Il y en a d'autres qui sont bons. Alors, les classiques, Dr Valnet, peut-être qu'ils ont perdu un petit peu. C'est pas pour moi les meilleurs, entre guillemets, parce que peut-être qu'ils sont plus les meilleurs, en tout cas. Peut-être qu'ils l'ont été. Pranarome, tout ça. Parce que peut-être qu'ils sont devenus un peu trop entreprise commerciale. Mais voilà, je veux pas faire... je suis pas censée faire de la pub ni pour l'un ni pour l'autre. Floriana peut être bon. J'ai découvert un truc qui s'appelle le Combe d'As, qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pour moi, de loin, herbe et tradition. Je vais vous refaire un petit topo que je mettrai sur plusieurs. Je suis en train de réfléchir à Essentia et pas mal de mémoire. Je vais vous faire un petit topo en commentaire de cette vidéo sur Facebook et je mettrai aussi en commentaire quand ce sera sur ma chaîne YouTube. Donc pour aujourd'hui, je vais arrêter parce que mine de rien, voilà. Mais j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vous reverrai pour vous parler des modes d'administration, des principaux modes d'administration, des précautions générales qu'il y a à prendre, donc en général pour les huiles essentielles et plus particulièrement pour les principaux modes d'administration, les contre-indications qu'il peut y avoir. Alors je ne pourrais pas lister toutes les huiles essentielles, mais ça vous donnera une idée de l'importance de ce côté thérapeutique et potentiellement dangereux aussi d'en trouver n'importe où et n'importe comment et de l'utiliser, de s'auto-médicamenter. Et aussi des toxicités de certaines huiles essentielles et notamment, j'en parlerai d'une qui est très à la mode et très utilisée et qui pour moi est un poison et qui a été utilisée de manière très ponctuelle. Donc ça sera le côté peut-être un peu plus rébarbatif de ma présentation, parce que ça sera entre guillemets de la théorie, mais c'est peut-être la partie la plus importante à retenir de tout ça. Et puis du coup je suivrai peut-être selon le temps que j'aurai passé dans la même vidéo, dans une encore après, je vous donnerai quelques huiles essentielles que je trouve intéressant d'avoir chez soi, après avec des conseils d'un professionnel pour vous conseiller comment les utiliser, dans quel cas, mais qui sont bien d'avoir chez soi. Et je vais choisir évidemment des huiles essentielles où il y a peu de toxicité, il pourrait y avoir quelques précautions, mais voilà. Ouais, j'arrive pour la dernière question. Et puis je vous parlerai des hydrolats, très court sur les hydrolats, mais comme ça fait partie de l'aromathérapie, je vous en parlerai aussi. Alors avec plaisir, hein, merci Charles, j'avais pas vu que tu étais là. Les temps de conservation pourraient être bien aussi. Alors, les temps de conservation, vous les avez évidemment sur la bouteille. Maintenant, c'est obligatoire en France. De toute façon, vous avez systématiquement une DLUO, au moins une DLUO, une date limite d'utilisation optimale. J'ai dit l'autre jour à une amie qui m'a dit « Ah là, j'ai jeté toutes mes huiles essentielles, ça fait longtemps que je les avais. » Pour moi, ça ne se jette pas. Alors après, c'est à force de les connaître et de les utiliser. Forcément, elles vont peut-être s'éventer un petit peu, elles sont peut-être moins efficaces, mais si elles sont bien protégées, elles ne s'abîment pas, à mon sens. En tout cas, moi, j'ai pas encore l'expérience d'huile essentielle qui se sont abîmées. Mais oui, en effet, si dans le temps, si elles sont bien protégées, je vois pas comment elles pourraient le perdre, mais oui, dans le temps, elles vont peut-être perdre un petit peu de leur efficacité, elles vont s'éventer peut-être un peu. Mais je pense qu'elles ne perdront pas leur qualité primaire, c'est peut-être juste qu'elles seront peut-être moins efficaces. Voilà. Mais normalement, vous avez une DLUO sur chaque bouteille, qui est à respecter au moins, au minimum. Mais moi, je regarde pas. Je vais vous dire honnêtement, je regarde pas les dates. Je continue de les utiliser. En même temps, je m'auto-conseille. Grâce à ma formation, je vous dis de ne pas faire d'automédication, mais je m'en fais puisque j'ai quand même les bases pour le faire. Et je me rends compte si j'ai besoin d'en utiliser un petit peu plus que ce que j'aurais fait habituellement. Mais je ne pense pas que ça se perde vraiment. Je pense que ça perd simplement de son efficacité. Voilà, j'espère avoir répondu. Marie-Josée, c'était une réponse un petit peu
un petit peu vague. Mais voilà, il y a des dates officielles en tout cas sur les bouteilles ou sur les emballages. Voilà, et ben je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai déjà gardé beaucoup plus de temps que je l'aurais espéré. Vous voyez, j'ai fait peut-être même pas la moitié de ce que je voulais vous dire. Oh là 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 là, quelle pipelette. Bah, c'est ça quand on est passionné. Donc il y a un décalage hein, dans la vidéo, donc je vous laisse un petit peu de temps encore avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui. Je me suis bien noté de vous mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, des labos que je peux vous conseiller mais qui n'engagent que moi. Je tiens à le dire là-dessus parce que s'il ne s'agit pas pour moi de faire mauvaise pub, mauvaise presse ou bonne pub aux uns et aux autres, ça n'engage que moi. C'est important. Ce sera mes préférés. Voilà, je vous les présenter comme étant mes préférés. C'est toujours trop court pour nous, bah, c'est mignon avec Christine, mais je suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde. Ça fait beaucoup de temps à passer devant un écran. Mais c'est gentil, ça me touche beaucoup, merci. Je vous rappelle qu'en tout cas la vidéo est enregistrée, que vous pourrez la regarder. Voilà, vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin de compléments d'information, c'est des choses qui n'étaient pas très claires. Voilà, donc elle est disponible ou elle va être disponible là sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez me proposer des thèmes, de choses que vous aimeriez aborder, de problématiques. Alors, je vous rappelle quand même, et j'en profite, puisque Christine n'a pas assez de mon blabla, et ben, je vais continuer, que je suis praticienne holistique. Donc, c'est la santé dans le sens large du terme. La santé, d'ailleurs, comme le définit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Hein, pour l'OMS, la santé, c'est un complet bien-être physique, mental, et social, et j'irais même jusqu'à spirituel ou existentiel, et pas seulement juste l'absence de maladie ou de pathologie ou de difficulté. Donc dans ce sens-là, je peux vous parler de tout, aussi bien sur de l'aromathérapie que de pratiques comme celle que je fais à mon cabinet, et ça sera le cas, réflexo, tout ce que vous voulez, yoga, méditation, développement personnel, tous les sujets de bien-être, je peux vous en parler plus ou moins. Donc n'hésitez pas, des questions spécifiques sur des difficultés, sur des méthodes, ce que vous voulez, je les prends en compte et je vous promets qu'à un moment ou un autre, je les aborderai en vidéo. Et j'avais déjà eu des demandes sur une toute première vidéo, je ne les ai pas oubliées, sur des pathologies et difficultés particulières. Je ne les ai pas oubliées, ça fera très bientôt et je pense que ce sera certainement le thème d'après. Ça se fera très bientôt le sujet d'une vidéo qui sera plus sur une approche curative, pratico-pratique curative de certaines difficultés et différentes pistes, hein, parce que l'idée pour moi en holistique, c'est d'avoir différentes pistes. Il peut y avoir les huiles essentielles, il peut y avoir les plantes sous différentes formes, il peut y avoir des pratiques de santé comme la réflexo, l'acupuncture, etc. Voilà, c'est quels outils, quels différents outils vous pouvez avoir quand vous avez une difficulté particulière, quelle qu'elle soit. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Encore quelques secondes, je dis plus rien entre guillemets d'intéressant, juste le temps que vous ayez le retour du son. Juste prendre le temps de prendre congé. Merci beaucoup, merci pour vos retours, Marie-Josée, Christine et puis Chérelle, vos commentaires. Voilà, stress social et sanitaire en ce moment, bah oui. Et voilà, une petite parenthèse dessus, mais c'est contre-productif malheureusement, puisqu'on sait que le stress, ça diminue, ça affaiblit le système immunitaire. Donc c'est important de trouver de quoi être dans le social et voilà, notre bien-être, notre santé dépend d'un bien-être aussi social et dépend d'un bien-être aussi moral et existentiel et ou spirituel. Donc voilà, prenez soin de vous, quoi qu'il en soit. Je reste à votre disposition s'il y a quoi que ce soit. Et je vous retrouve très 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 bientôt. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, que ce soit les vidéos ou partager ma page si vous le souhaitez. Belle journée à vous, merci Marie-Josée, à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, en plus on ne peut pas me le reprocher par écran interposé, donc je vous embrasse et à très bientôt, ciao.